Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler sport mécanique, pour parler rallye. C'est une discipline dont on parle assez peu sur la chaîne. Premièrement, pour des contraintes souvent de temps, et puis pour d'autres contraintes que ça, je pense, ça intéresse pas énormément de personnes aujourd'hui la rallye. Et donc dans cette vidéo, on va essayer de parler un petit peu du Monte-Carlo. On fera peut-être un petit bilan de la course, mais on va surtout voir l'état du rallye et l'état du championnat du monde WRC. Et c'est pas joli. Je sais plus si j'avais déjà fait une vidéo assez proche de ce type-là quand Citroën était parti. Je crois que j'avais fait une vidéo un peu similaire quand Citroën était parti du WRC fin 2019. Vous allez voir que la situation ne s'est pas vraiment améliorée depuis pour le WRC. Qu'est-ce qui ne va pas du côté du WRC parce qu'aujourd'hui, on peut le voir, hein, la médiatisation autour de ce rallye a été assez inexistante, voire complètement inexistante. Alors Canal en a un peu parlé, mais on sent que le WRC, c'est pas la priorité de Canal+, hein, parce que là, bon, ils ont mis quand même 2 spéciales en clair. C'est sympathique de leur part, mais assez régulièrement, en fait, on a peu de couverture, assez peu de spéciales diffusées. Là, sur un Monte-Carlo, qui est quand même le rallye majeur, hein, le Monte-Carlo avec le rallye de Finlande, le rallye de Finlande, c'est les 2 rallyes majeurs. Eh bien, on a eu 4 spéciales diffusées en direct, donc c'est même pas la moitié du rallye parce qu'on n'avait que 15 spéciales. On a eu une spéciale le jeudi, une spéciale le vendredi, une spéciale le samedi et 2, donc on en a eu 5 pour 14, donc c'est-à-dire un tiers du rallye seulement diffusé. Donc c'est déjà un gros problème parce que moi je me souviens à l'époque de l'IRC, quand le Monte-Carlo était sur Eurosport, c'était plus de 50% des spéciales qui étaient diffusées en direct à l'époque sur le Monte-Carlo. Je me souviens du Monte-Carlo 2009 par exemple avec la victoire de Sébastien Ogier, la première sur la 207S 2000, où il y avait eu énormément de spéciales et presque des après-midi complètes diffusées sur Eurosport, au moins des 2 heures, 2h30, alors que là aujourd'hui pour déjà avoir 1 heure d'affilée au niveau rallye, c'est un peu compliqué. Donc la médiatisation en dehors de Canal+ a quasiment été inexistante. J'ai eu un peu sur Auto Hebdo. Moi j'ai suivi le rallye sur Auto Hebdo. Je sais que là je regarde le score, c'est sur Rallye Sport. Je sais qu'ils diffusent pas mal, enfin ils parlent pas mal de rallye français, également internationaux. Mais Eurosport, on n'en a que très peu parlé. Pareil, motorsport.com, qui est un site sur lequel je vais régulièrement, on a très peu parlé aussi. Et on s'aperçoit que le rallye n'est plus la priorité pour les médias, même de sport mécanique, parce qu'on s'aperçoit que les médias de sport mécanique font beaucoup plus d'articles sur le championnat du monde d'endurance, sur la Formule I, voire même le Dakar en début d'année, que sur le championnat du monde des rallyes, et c'est bien triste de ce côté-là. Alors quels sont les problèmes? Pourquoi on médiatise pas ce championnat? Déjà parce que je pense que aujourd'hui ça n'intéresse pas grand monde. Il y a peu de constructeurs qui peuvent se bagarrer en tête du classement. C'est vrai qu'on a que Toyota, Hyundai, Ford, je les compte même plus parce qu'on a bien vu sur ce rallye WRC et sur la saison dernière que Ford n'est pas au niveau par rapport à ses 2 adversaires. Donc aujourd'hui vous avez sur chaque rallye 4, 5 voitures qui peuvent se battre pour la gagne, parfois 6 ou 7 quand sur certains rallye-terres, mais c'est extrêmement peu. C'est-à-dire qu'actuellement en rallye, vous n'avez pas assez de bagarres. Alors après, on pourrait se contenter des catégories annexes, sauf que les catégories annexes aujourd'hui sont pas médiatisées par le WRC. Quand on regarde les spéciales par exemple, on nous diffuse 12, 13, 14 voitures. On nous parle jamais vraiment de la bagarre en WRC2, encore moins de la bagarre en WRC3 et encore moins du championnat du monde junior. Ça serait dommageable de parler de cette catégorie. Donc ce qui fait qu'on nous parle que en fait d'une infime partie du rallye. C'est dommageable parce qu'aujourd'hui on a un championnat WRC2 qui se porte vraiment bien, un championnat WRC3 qui va se porter de mieux en mieux avec les Rallye 4. Et à l'inverse, on a un championnat WRC traditionnel, on va dire, qui se porte vraiment pas bien, avec peu de bagarres et surtout des différences de temps assez notables, parce que on sait très bien que le titre a peu de chances d'échapper
aux 3 pilotes Toyota ou à Haute Tanak. C'est-à-dire qu'on va dire que le titre, ça va jouer entre ces 4 pilotes-là. On le sait, je pense que Thierry Neuville, ça va être compliqué. Dani Sordo fait pas toute la saison. Et après, chez Ford, de toute manière, Suninen, c'est monsieur casse-voiture. Donc ça va être un peu compliqué de ce côté-là. Donc c'est un peu triste à ce niveau-là. Pourquoi on n'a pas énormément de constructeurs ? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas rentable, le rallye. Premièrement, ça fait pas vendre des voitures. Pourquoi ça fait pas vendre des voitures, le rallye ? Parce que les rallyes sont trop courts, donc on peut pas jouer sur l'endurance des voitures. Parce que on sait très bien qu'une Ford Fiesta peut pas reproduire ce que fait la Ford Fiesta de rallye, que de toute manière, aujourd'hui, ce qui se vend du côté du marché automobile, ce sont les crossovers, et qu'actuellement, on met pas en avant les crossovers. Contrairement au Dakar, on pourrait énormément mettre les crossovers en avant. Chaque marque pourrait aller sur le Dakar pour mettre en avant le Renault Captur avec un buggy pour mettre en avant chez Citroën, je sais plus qui y a en crossover, ou Dacia avec le Duster. On peut mettre énormément de voitures en avant. En rallye, la Yaris, la i20, ce sont déjà des voitures qui se vendent énormément, qui n'ont pas forcément besoin de cette notoriété-là pour se vendre. Je suis pas sûr aujourd'hui que le rallye fasse vendre des Yaris. Alors ça fait vendre des séries limitées, mais les séries limitées c'est rien. Très clairement, la série limitée Yaris R, je sais plus comment ils l'appellent, chez Toyota avec le système hybride. Bon, je suis pas sûr que le fait de gagner des rallyes fasse vendre énormément de cette voiture-là, et je suis pas sûr que cette voiture-là, ça soit une part énorme des ventes de Yaris traditionnelles. De toute manière, on peut pas mettre en avant la fiabilité des voitures car les rallyes sont trop courts. Ce Monte-Carlo n'a fait que 257 km. Ça a été le cas quasiment de tous les rallyes l'année dernière. En moyenne, un rallye WRC, habituellement, sans le Covid, ça fait à peu près 300 km. C'est-à-dire un Grand Prix de Formule 1. Sauf qu'un Grand Prix de Formule 1, vous avez le Grand Prix qui est diffusé, vous avez les qualifications, les essais. Donc en soi, ce qui est diffusé et ce qui est médiatisé, c'est 600-700 km par Grand Prix. Je suis peut-être léger même en kilométrage. En rallye, vous avez ce qui va être médiatisé, ça va être quoi ? Ça va être 100 km, grand maximum, sur les 250. Et de toute manière, 250 km, ça veut dire qu'une voiture de rallye coûte très très cher au kilomètre. Je dirais même qu'une voiture de rallye coûte plus cher au kilomètre qu'une Formule 1 aujourd'hui. Sauf que la Formule 1, c'est médiatisé de partout et que le rallye ne l'est absolument pas. Pourquoi ça coûte cher le rallye ? Parce que déjà, vous avez des rallyes qui ne font que 257 km, donc c'est très court, très condensé. Moins il y a de kilomètres, plus les investissements sont rentabilisés sur moins de kilomètres, donc le coût au kilomètre augmente. Qu'ensuite, vous avez énormément de choses qui ne sont pas médiatisées mais qui sont importantes. Vous avez le check-down aujourd'hui. Alors là, on n'en a pas eu sur ce rallye, mais le check-down est obligatoire. Normalement, c'est un rallye WRC, donc c'est-à-dire 3 passages sur 4-5 km, mais la journée du jeudi, normalement, est une journée de check-down qui permet de régler la voiture au maximum. C'est 3 passages dans le check-down. Vous avez également les reconnaissances. Les reconnaissances, ça coûte cher. Il faut amener des voitures. Sur les rallyes comme le Monte-Carlo, il y a l'équipe d'ouvreurs qu'il faut payer, que tu verras jamais à l'écran. Et puis, vous avez les journées d'essai. En F1, on a énormément limité les journées d'essai. C'est pas le cas en rallye. En rallye, on a énormément de journées d'essai. Avant un rallye, on va faire 3, 4, voire 5 journées d'essai pour un rallye comme le Monte-Carlo. Voilà. Donc, tout ça augmente le coût au kilomètre d'une voiture de rallye. Et aujourd'hui, une voiture de rallye coûte plus cher. Le rallye coûte plus cher que une voiture de Formule 1. On manque aussi de personnages marquants. Alors vous avez Sébastien Ogier qui communique bien avec Julien Ingrassia. Mais ensuite, les Kalle Rovanperä, les Elfyn Evans, même Thierry Neuville. Quand j'entends une interview de Thierry Neuville, c'est vrai, je me dis pas tout de suite, putain, ce mec-là, il a un charisme de malade. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que vous enlevez Sébastien Ogier, il n'y a personne qui fait vendre du rallye. C'est-à-dire qu'Elfyn Evans, quand on l'entend parler, c'est pas hyper fun. Pareil pour Thierry Neuville, même Pierre-Louis Loubet, tu l'écoutes 10 secondes et puis voilà, quoi, tu te casses. Alors qu'en Formule 1, vous avez Ricciardo, vous avez Lando Norris, vous avez Verstappen, vous avez même Pierre Gasly, où on a envie de les écouter, ces pilotes-là. Vous avez Vettel, vous avez Hamilton, vous avez des personnages.
Du côté de la Formule 1, en rallye, on n'a pas de personnage, parce que même Ogier est quand même plutôt plat, quoi. C'est à côté de Hamilton, c'est rien, on va dire en termes de casse. Donc ça pose problème, il n'y a pas une véritable star. Et puis, encore une fois, vous avez un manque de bagarre, donc un manque de pilotes qui sont présents au niveau. C'est vrai que quand on voit Andreas Mikkelsen en WRC2 ou un SCP Calapi qui n'était même pas présent, on se dit qu'il y a quand même un problème du côté du rallye. Alors, quelles sont mes réflexions sur l'avenir du rallye et sur ce qu'il faut faire pour moi pour améliorer le rallye? Pour attirer des constructeurs, je pense que la prochaine réglementation n'est pas bonne. La prochaine réglementation, à partir normalement de l'année prochaine, on va avoir des voitures hybrides. Sauf que le problème de l'hybridation, c'est que ça coûte extrêmement cher. On s'en a aperçu en championnat du monde d'endurance, on est même revenu en arrière au niveau de la réglementation avec le championnat hypercar. On s'aperçoit avec la Formule I, ça coûte très cher. Avec la Formule 1, dès qu'on a mis de l'hybridation dans les Formule 1 à partir de 2014, puis même avant avec le KERS, ça coûte extrêmement cher. Et le rallye, qui n'arrive déjà pas à gagner de l'argent actuellement, va encore plus en perdre. Surtout que la réglementation va être assez stricte au niveau de l'hybridation. C'est-à-dire qu'il va falloir rouler en mode tout électrique dans le parc fermé. Sur certaines portions, il faudra rouler tout électrique. Donc, c'est-à-dire que c'est une hybridation très coûteuse, cette hybridation-là. C'est une hybridation très proche de ce qu'on avait en championnat du monde d'endurance et sur lequel on est revenu en arrière. Je rappelle qu'en championnat du monde d'endurance, dans la voie des stands, il fallait être en mode tout électrique. Il fallait redémarrer sur le mode électrique. Donc, c'était un coût énorme. Là, ça va être pareil. Ça va pas être un petit moteur électrique pour aider à la performance. Non, ça va être un moteur électrique qui doit être utilisé à certains moments seulement. Dans un but à rendre le rallye plus écolo. Bon, ça ne sera pas vraiment le cas parce que le moteur électrique, les batteries en lithium, c'est loin d'être écologique. Tout ça, ça va coûter de l'argent. Et aujourd'hui, le WRC, ça ne gagne pas assez d'argent. C'est ça aussi qui fait que les constructeurs ne veulent pas y aller. Alors, on va me dire, oui, mais l'hybridation, c'est dans l'air du temps du côté des constructeurs. C'est vrai, je le conçois totalement. Toutes les marques se lancent dans des modèles électriques, mais aujourd'hui, la part de vente de véhicules électriques, c'est que dalle, à cause des problèmes d'infrastructure, et des problèmes de recharge. Un plein d'essence, ça se fait en 1 minute, une recharge de batterie, ça se fait minimum en 3/4 d'heure. Donc ça pose un petit problème. L'hybridation n'a pas ces problèmes-là, mais il y a un surcoût aujourd'hui financier par rapport à un moteur essence ou diesel qui est encore important. Le problème, c'est que même si ça permet de mettre en avant des véhicules, aujourd'hui, comme je viens de le dire, le WRC ne met pas en avant ces véhicules-là. Ne met pas en avant la fiabilité de ces voitures, et de toute manière on sait très bien qu'une voiture de rallye a énormément d'indices aérodynamiques, donc elle ressemble plus énormément à la voiture de tous les jours. Ça, c'est aussi un petit peu un problème. Par rapport, moi j'ai vu quelques rallyes à l'époque des groupes A, donc c'est-à-dire avant les WRC, entre les groupes B et les WRC, on a eu les groupes A. Les groupes A ressemblaient énormément aux voitures de série quand même. On mettait peu d'indices aérodynamiques, donc c'est vrai que la Toyota Celica ou la Subaru Impreza avec laquelle Colin McRae est devenu champion du monde en 95, ce sont des voitures, quand vous les regardiez, ressemblaient énormément au modèle de tous les jours. En fait, il y avait peu de différence. C'est plus le cas aujourd'hui. Une Toyota Yaris de rallye ne ressemble absolument pas à la Toyota Yaris de série. C'est peut-être là où vient le problème. Du côté des rallyes, moi je pense qu'il va falloir également augmenter leur longueur. Quelle est la période majeure des rallyes ? Les années 80, les années 90, avec la période des groupes B. J'ai vu la vidéo de Villebrequin, même elle est très intéressante. Le VTech de Villebrequin, non, parce que j'ai dit une fois du mal de Villebrequin, mais je regarde quand même leur vidéo, qui était très intéressante sur les groupes B. Je vous conseille également de regarder il y a quelques champions qui traînent sur internet ou de vous abonner à la page de Paul Fréquin, qui est un journaliste belge de la RTBF, mais qui a suivi énormément les rallyes, un petit peu comme Christian Vella pour Automoto dans les années 90. Lui, c'était dans les années 90. Depuis même les années 80, il suivait les rallyes belges, mais les rallyes de championnat du monde. Il a suivi toute la carrière de Bruno Thierry, les débuts de Sébastien Loeb, les débuts presque de Sébastien Ogier aussi. Donc il a une vraie connaissance du rallye.
Il montre pas mal d'archives de ces époques-là. Et les rallyes des années 80, les rallyes des années 90, c'était minimum 500 km. Et voir le Safari Rally, on était sur 2000-3000 km de spécial. Aujourd'hui, un rallye, c'est 300 km. Il faut des rallyes plus longs. Il faut des rallyes mieux médiatisés. C'est-à-dire que actuellement, on ne peut pas se contenter de 2-3 spéciales par rallye diffusées en direct. Non, il faut la moitié, voire les 3/4 d'un rallye doivent être diffusés aujourd'hui en direct pour médiatiser beaucoup plus cette discipline. Et je pense aller sur les chaînes gratuites. C'est vrai qu'aujourd'hui, Canal+, je vois pas l'intérêt de Canal+, de diffuser du rallye, surtout de le mettre sur Canal+ Sport. C'est personne quasiment qui a Canal+ Sport. Il y a peu de gens qui ont Canal+ Sport, il y a beaucoup de gens qui n'ont que le Canal+ classique. Là, je pense qu'on a un problème, mais il faut que les rallyes soient plus longs pour diminuer le coût par kilomètre de ces voitures-là. Ça va être obligatoire. Et est-ce que avoir des voitures peut-être un peu moins puissantes, mais plus nerveuses à conduire, n'aurait pas un intérêt? C'est une question qu'on peut se poser. Quand je vois les R5 aujourd'hui, les R5 ont un coût au kilomètre extrêmement limité. Il y a du spectacle en championnat de France des rallyes. Vous avez du spectacle également en championnat d'Espagne, en championnat de Belgique des rallyes. Je me dis que ça peut peut-être avoir un intérêt pour diminuer les coûts et pour avoir plus de constructeurs. Parce qu'on a un réel problème aujourd'hui. En WRC, c'est un réel manque de constructeurs. Ce qui fait qu'on a peu de voitures au départ qui peuvent se jouer la gagne. Et de toute manière, le WRC ne médiatise pas assez les autres catégories. Je pense que le WRC devrait médiatiser les autres catégories, c'est-à-dire les catégories WRC2 et WRC3, beaucoup plus, qu'on ne nous diffuse pas simplement une dizaine de voitures par spécial de rallye, on pourra nous diffuser 20-30 voitures sur certaines spéciales pour nous montrer que, voilà, qu'il y a énormément de concurrents sur un parcours de rallye. C'est-à-dire que sur 69 concurrents ou 70 concurrents du dernier Monte-Carlo, on a dû en voir à l'antenne 15 grand maximum. Donc c'est un petit peu dommageable de ce côté-là. Bon, je vais faire un rapide retour sur le Monte-Carlo. Alors le Monte-Carlo qui a été dominé par Sébastien Ogier assez largement, parce que malgré une crevaison, malgré un tête-à-queue également sur une spéciale, il se retrouve avec une belle avance au général avec 32 secondes. Troisième, Thierry Neuville, qui a fait un rallye prudent. Thierry Neuville, il est à une 13, il avait un nouveau copilote, on rappelle Nicolas Guilsoul. Il y a eu un total désaccord avec Thierry Neuville. Je rappelle que les copilotes sont payés par les pilotes. Il semblerait que les deux ne se soient pas mis d'accord sur son salaire de copilote, donc il a décidé de le remplacer par Martin Videague. Voilà, je m'excuse d'avoir écorché son nom. Ensuite, Kalle Rovanperä, qui est la nouvelle pépite des rallyes, qui finit 4. Je me méfie encore de Kalle Rovanperä, parce que quand on voit SCP Calapi, on nous promettait la même chose à SCP Calapi, et chez Ford, il n'a pas réussi à démontrer son talent. Dani Sordo, 5. Katsuta, 6, qui n'a jamais été vraiment très rapide, qui finit qu'avec 20 secondes d'avance seulement sur Andreas Mikkelsen, qui a été très très fort sur sa R5. Gus Greensmith, qui finit 8ème, mais il a eu de la chance qu'Adrien Fourmeau et que Eric Camilly ait des petits problèmes techniques, parce que Gus Greensmith n'était pas du tout dans le coup ce week-end. Et puis 11e, Johan Rossel sur une Citroën C3 Rallye 2, comme Eric Camilly. Et ensuite Nicolas Griazine, Johan Bonato et Nicolas Siamin, qu'on n'a pas vu. Pierre-Louis Loubet finit 16e, et Suninen a abandonné dès la première spéciale, et ça n'a pas vraiment fait plaisir à Malcolm Wilson, le patron de Ford. Je viens de m'apercevoir que le compteur s'est remis à 0, donc je pense qu'à un moment vous allez avoir une petite coupure d'image, mais voilà, pas de problème de ce côté-là. C'est la technique, et oui, moi mes fichiers se coupent au bout d'à peu près 18 minutes, voire des fois quand la qualité d'image et de la lumière est moins bonne, j'arrive à avoir des fichiers plus longs, et là j'ai pas vu que le compteur s'est mis à 0, donc normalement je fais une petite coupure et je reprends juste derrière. Là, je ne l'ai pas fait et je m'en excuse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle un peu plus de rallye. Ça peut être intéressant de parler de temps en temps de rallye, même si je vous dis, faire toutes les manches de championnat du monde me semble un petit peu compliqué, parce que voilà, je sais que quand le timing au niveau du sport va être un peu plus intense, ça va être difficile. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez également du rallye aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que ça va mal ou que ça va extrêmement bien? N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, tout ça, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao ciao.